Bonjour, je me présente Yannick Seyer, polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette série de soutien scolaire gratuit d'initiation au réseau informatique est divisée en 4 grandes parties. Le matériel et la structure, l'organisation et la transmission, le modèle OSI, les différents protocoles et les sous-réseaux, et enfin, une préparation au brevet informatique A2I, B2I, C2I. Je vous propose de me retrouver en fin de cours pour retrouver tous les liens. En attendant, bon cours à tous. Dans cette première partie, je vous propose d'aborder les bases, le partage des données, des informations, les réseaux MAN, LAN et WAN, le matériel, les logiciels, poste à poste, le client-serveur, les avantages et les inconvénients. Nous verrons également l'installation et la maintenance, les structures topologiques, en bus, en étoile, en anneau, hybride, ainsi que l'organisation centralisée et distribuée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les réseaux. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Il existe différentes tailles de réseaux. En fait, il suffit de 2 ordinateurs pour constituer un réseau. Voici un réseau constitué de 2 ordinateurs. Un réseau peut être constitué également d'un groupe d'ordinateurs reliés les uns aux autres. Et voici un groupe d'ordinateurs. Nous venons de voir 2 types de tailles, à savoir un réseau constitué de 2 ordinateurs comme un réseau domestique dans une maison, un réseau constitué de différents ordinateurs, un groupe comme dans un bâtiment. Voyons en présent le plus gros réseau au monde, à savoir Internet. C'est la base de données la plus importante au monde. Vous y trouvez tout. D'une manière générale, un tel réseau permet des échanges entre les ordinateurs, d'informations, des informations comme des documents par exemple, et des photos, mais également du matériel tel que comme par exemple une imprimante. Voilà donc à quoi sert un réseau. C'est donc de pouvoir échanger des informations entre ordinateurs, quelle que soit la localisation de ce dernier dans le monde. Afin de partager des informations ou du matériel, l'utilisateur doit se faire connaître sur le réseau, qu'il soit domestique avec 2 ordinateurs
ou constitué d'un groupe d'ordinateurs au niveau d'une société, ou encore mondialement au niveau Internet. Ici, cette étape s'appelle l'ouverture de session et elle est constituée de la saisie du nom de cet utilisateur personnalisé, le nom personnalisé, le nom utilisateur, voilà, ainsi que son mot de passe. À l'aide donc de ces deux critères, il va avoir accès aux informations qui se situent sur le réseau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les réseaux. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Nous avons vu dans le premier cours comment accéder à un réseau, et ceci en s'identifiant à l'aide d'une ouverture de session avec votre nom et votre mot de passe. Voyons à présent dans ce deuxième cours le partage des informations. Suite à cette identification, vous avez donc accès aux informations situées sur ce réseau, mais également vous pouvez y répondre ou partager vos propres informations, soit avec un collègue ou éventuellement un groupe de personnes en vue de rendez-vous pour une réunion, ou encore sur le réseau Internet, le réseau mondial. Ici, il n'y a aucune contrainte, ni de frontières, ni de fuseau horaire, et encore moins de coûts financiers. À partir de cette connexion sur un réseau, eh bien, il vous est possible d'échanger des informations de différents types, comme par exemple de la documentation, des photos, des vidéos, comme celle-ci, ou une base de données, et ceci sans aucune restriction au niveau de ce réseau où vous vous êtes identifié et où vous pouvez donc transférer ces informations pour une personne, un collègue ou des collègues ou éventuellement un groupe de personnes. Sur cette gigantesque toile qui est le web, vous pouvez partager des informations facilitées aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux qui sont devenus un nouveau média incontournable du déploiement d'informations au travers, par exemple, de Facebook, YouTube, Flickr, pour ne citer que les plus importants. Ici, les médias sociaux utilisent l'intelligence collective dans l'esprit d'une collaboration en ligne d'informations. En utilisant les flux RSS, les blogs, les wikis, le partage des photos sur Flickr par exemple, les vidéos sur YouTube, les podcasts, etc. Les réseaux de partage d'informations via les réseaux sociaux sont nombreux et touchent de nombreux domaines, comme par exemple la construction de l'habitat, la création d'entreprises, freelance, tout ce qui est indépendant, les métiers, les professions, l'environnement, le développement durable, l'écologie, la santé, la médecine, tout ce qui est professionnel, emploi et ressources humaines, les voyages, le tourisme, les vacances, le sport, la famille, les amis, des collègues, mais également l'alimentation, la cuisine, les vins, le mobilier ou l'immobilier,
les photos, la musique, les vidéos, l'information donc de tout type et de tout genre, l'information également pour les ados. La liste est longue, ici elle n'est pas exhaustive, donc je vous laisse la découvrir au travers Internet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce troisième cours, je voudrais vous parler des types de réseaux. Excellent cours à tous. Nous venons de voir dans le premier cours comment s'identifier au niveau du réseau afin d'y accéder, puis dans le second cours, comment partager les informations. Voyons dans le troisième les différents types de réseaux. Il existe différents types de réseaux en fonction de la taille du réseau, à savoir de quelques utilisateurs à quelques millions d'utilisateurs, comme par exemple sur Internet. Ici, nous considérons que nous avons trois types importants, à savoir des réseaux LAN, des réseaux MAN et enfin des réseaux WAN. D'une manière générale, plus le réseau est important, plus il coûte cher à mettre en place, configurer et entretenir. Un réseau LAN ou Local Area Network est un réseau local qui relie des ordinateurs et des périphériques ou ressources, je vous renvoie à mon premier cours, situés à proximité les uns des autres, et ceci en général dans un même bâtiment. C'est le type de réseau le plus répandu dans les entreprises et il est généralement composé de moins de 100 ordinateurs. C'est donc le réseau LAN, Local Area Network. Voyons en présent un réseau plus important comme le réseau MAN, Metropolitan Area Network. Ici, c'est un réseau métropolitain constitué d'une série de réseaux locaux. Il relie les ordinateurs situés dans une même ville ou une même agglomération ou encore une même université. Ici, nous avons donc un réseau MAN, Metropolitan Area Network. Pour terminer, voyons le troisième type de réseau qui est sans doute le plus important, à savoir le réseau WAN, Wide Area Network. Ici, ce réseau est dit un réseau étendu. Il sert à relier des réseaux de type WAN et LAN. Il faut savoir que Internet est le plus grand réseau WAN. C'était donc ici le réseau WAN, Wide Area Network, le troisième type de réseau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce quatrième cours d'initiation au réseau, je voudrais vous parler du matériel. Excellent cours à tous. Voyons dans ce quatrième cours d'initiation au réseau, qui est ici dédié au matériel de réseau, comment schématiquement nous pouvons représenter de manière simple un réseau. Ici, le matériel de réseau est un ensemble d'éléments physiques
que constitue ce réseau, à savoir au minimum un ordinateur ou deux. Ici, une ressource telle que par exemple une imprimante. Tout ce qui concerne le câblage pour relier les différents éléments physiques et bien sûr un connecteur pour vous relier au réseau. Ce connecteur relie votre ordinateur au réseau soit par câble ou éventuellement votre ordinateur par Wi-Fi, ceci sans câble. Comme nous l'avons vu dans le premier cours, il vous suffit ici de vous identifier lors d'une ouverture de session avec votre nom et votre mot de passe pour accéder au réseau. Voici donc très schématiquement comment on peut représenter le matériel de réseau afin de réaliser une connexion entre votre ordinateur, qu'il soit câblé ou non, sur le réseau. Et bien sûr de partager vos informations. Voyons pour commencer le premier élément physique à considérer dans le matériel de réseau, à savoir le ou les ordinateurs. La fonction première d'un réseau est de relier ces ordinateurs. Dès que les ordinateurs sont reliés au réseau, les utilisateurs peuvent partager ou accéder aux informations, à savoir les documents, les photos, les vidéos, les bases de données, mais également des ressources telles que les imprimantes ou encore les programmes. Voyons à présent un deuxième type d'éléments physiques de matériel de réseau, à savoir les ressources. Une ressource de réseau est un périphérique utilisable par les ordinateurs du réseau. Le type de ressource le plus répandu étant évidemment une imprimante. Dès qu'une imprimante est configurée au réseau, tous les utilisateurs peuvent s'en servir pour imprimer ou éditer leurs propres documents. Un réseau peut posséder d'autres ressources, évidemment, telles qu'un fax, un disque dur, etc. Le troisième type d'élément physique d'un matériel de réseau est le câblage. Les câbles sont des fils électriques qui relient les différents ordinateurs et ressources au sein d'un même réseau. Le quatrième élément physique d'un matériel de réseau est constitué par le connecteur de réseau. Le connecteur est un système qui permet de se connecter au réseau. Lorsque vous êtes connecté à ce réseau, eh bien, vos ordinateurs peuvent échanger des informations, partager des ressources et des programmes sur ce réseau. Les ponts et les routeurs constituent les types de connecteurs les plus importants au niveau de votre matériel de réseau. Pour terminer le matériel réseau, je voudrais vous parler d'un cinquième élément physique de matériel de réseau qui est autre que la carte réseau. Pour relier un ordinateur au réseau, il faut disposer d'une carte interface de réseau, plus communément appelée une carte réseau. Elle dispose
à son extrémité d'un connecteur qui permet d'insérer le câble réseau, comme celui-ci au niveau d'Internet. Voilà. Ce dispositif est visible soit sur le côté ou derrière l'ordinateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ces cours sur l'initiation des réseaux, je voudrais vous présenter aujourd'hui les logiciels de réseau. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Les logiciels de réseau sont des programmes qui gèrent les réseaux. Ces logiciels de réseau fournissent des services, mais également permettent aux ordinateurs de communiquer et de partager des informations. Voyons dans ce cours sur les logiciels de réseau le système d'exploitation, les pilotes, les logiciels serveurs, d'application et d'administration. Voyons pour commencer le système d'exploitation de réseau. C'est sans aucun doute le logiciel le plus important sur le réseau. En effet, ce système d'exploitation organise et administre toutes les activités du réseau. Sur les réseaux, c'est généralement un ordinateur central unique, appelé communément un serveur, qui fait fonctionner ce système d'exploitation de réseau. Parmi les systèmes de réseau les plus répandus, vous trouverez Windows 2003 Server ou encore, dans le monde du free, Linux. La liste est longue. Voyons à présent les pilotes de réseau. En fait, un pilote de réseau n'est rien d'autre qu'un logiciel. Il permet à votre ordinateur d'utiliser la carte réseau pour communiquer avec le réseau. Les logiciels serveurs. Un serveur est un ordinateur qui met ses informations et ses ressources à la disposition des autres ordinateurs au niveau du réseau. Qu'en est-il des logiciels serveurs? Eh bien, ils permettent aux serveurs d'effectuer les tâches, comme par exemple au niveau de l'identification des utilisateurs, où ici, le logiciel serveur d'identification va permettre au serveur d'identifier les utilisateurs afin de les connecter sur le réseau. Un autre type d'exemple, c'est le logiciel serveur de courrier électronique, par exemple, qui lui va permettre au serveur de traiter et de gérer les messages électroniques du réseau. Les logiciels d'application. Ici, les logiciels d'application sont des logiciels qui fonctionnent sur les ordinateurs reliés au réseau. Il peut s'agir de traitement de texte, de tableurs ou d'autres programmes, et où le stockage est réalisé sur l'ordinateur central, c'est-à-dire le serveur.
Je voudrais terminer avec les logiciels d'administration. Les réseaux qui relient plus de 20 ordinateurs nécessitent généralement un logiciel d'administration. Ce logiciel d'administration permet à l'administrateur système d'organiser et d'administrer le réseau plus facilement afin de l'optimiser. En effet, ce logiciel d'administration permet de maintenir les performances optimales sur le réseau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série d'initiations sur les réseaux, je voudrais vous parler aujourd'hui, dans ce 6e cours, des réseaux poste à poste. Excellent cours à tous. Voyons pour commencer comment définir et schématiser un réseau poste à poste, comme celui-ci où nous avons 3 postes. Un réseau poste à poste permet aux ordinateurs qu'il relie d'échanger les informations qui se situent sur le disque dur de chacun et de partager également les ressources, ici une imprimante. En d'autres termes, le poste numéro 1 a donc un disque dur de stockage pour ses informations, les documents, les photos, les vidéos, etc. Et ces informations du poste 1 sont donc disponibles ou à la disposition du poste 2 et du poste 3. Il en va de même pour les informations sur le disque dur du poste 2, qui sont donc accessibles du poste 1 et du poste 3, et il en va de même du disque dur du poste 3, qui sont bien sûr accessibles du poste 1 et du poste 2. Au niveau de la ressource qui est ici une imprimante et qui est connectée au poste numéro 1, eh bien, cette ressource est partagée par ces 3 postes, à savoir le poste 1, le poste 2 et le poste 3. Ici, dans un réseau poste à poste, chaque ordinateur contrôle ses propres informations et ressources. Il n'y a pas d'ordinateur central, comme par exemple un serveur, pour contrôler ou administrer le réseau qui compte généralement pas plus de 10 ordinateurs. En effet, ce réseau poste à poste est adapté pour les petites structures. Je voudrais terminer en attirant votre attention sur les performances et la sécurité des réseaux poste à poste. Voyons tout d'abord les performances. Lorsqu'un ordinateur, comme par exemple le poste numéro 2, est utilisé pour accéder soit aux informations du poste 1 ou les ressources du poste 1, il se trouve que les performances de cet ordinateur diminuent. En effet, si une imprimante ici est connectée à un réseau de type poste à poste, cet ordinateur peut devenir plus lent à chaque fois qu'un autre utilisateur utilise ce réseau poste à poste pour imprimer un document. Voyons à présent la sécurité. Ici, la sécurité des informations d'un réseau poste à poste où tous les utilisateurs peuvent accéder aux informations stockées sur
un ordinateur d'un autre utilisateur, on peut dire que la sécurité est très faible, voire inexistante. Ce cours se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série d'initiation sur les réseaux, je voudrais vous présenter dans ce 7e cours les réseaux clients-serveurs. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons pour commencer comment définir et schématiser un réseau de type client-serveur. Un réseau client-serveur est un réseau qui utilise un ordinateur central pour délivrer des informations et des ressources auprès des autres ordinateurs. L'ordinateur central est appelé un serveur, alors que les ordinateurs qui sont demandeurs ou récepteurs ici sont appelés des clients. Le réseau client-serveur est donc souvent la solution la mieux adaptée pour relier plus de 10 ordinateurs. En résumé, un serveur est un ordinateur qui met ses informations, telles qu'un document, et ses ressources, telles qu'une imprimante, à la disposition des autres ordinateurs au sein d'un même réseau. Quant au client, c'est donc un ordinateur qui peut utiliser les ressources du serveur, comme par exemple l'imprimante, et accéder aux informations qui sont stockées sur ce dernier. Quelques mots sur la taille des réseaux clients-serveurs. Il existe des réseaux clients-serveurs de toutes les tailles. Ils sont adaptés aux réseaux ayant un grand nombre d'ordinateurs clients. Cette solution de réseau client-serveur répond très bien aux besoins des grandes sociétés. Voyons d'un peu plus près les serveurs. Sur un réseau client-serveur, les serveurs prennent en charge la plupart des tâches importantes. Ils sont particulièrement puissants et adaptés. Ils disposent en outre d'une grande capacité de stockage. Ces super ordinateurs appelés serveurs ont pour rôle de fournir un certain nombre de services aux ordinateurs clients. Un des premiers services est bien sûr le service d'identification qui va permettre de sécuriser l'accès de ces clients au réseau. Puis, vous avez le service ou le serveur de fichiers qui lui a pour rôle de stocker et de gérer les fichiers des ordinateurs clients. Vous avez le serveur d'impression qui a pour rôle, lui, de contrôler les travaux d'impression des ordinateurs clients. Vous avez également le service base de données qui, lui, aura pour rôle de stocker et d'organiser des quantités très importantes d'informations pour le compte des clients, etc. Je voudrais terminer par quelques mots sur les systèmes d'exploitation au niveau des réseaux clients-serveurs qui sont en vogue, à savoir
Windows 2003 Server et également dans le monde du free, Linux. Ces systèmes d'exploitation sont complexes et nécessitent l'intervention d'un administrateur de réseau, d'une part pour l'installation, puis pour son administration. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série d'initiation au cours de réseau informatique, je voudrais vous parler aujourd'hui des avantages et des inconvénients. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Un réseau informatique est fondamentalement une connexion entre les ordinateurs ou postes de travail et les ressources comme ici une imprimante. Ce réseau informatique permet en outre des échanges d'informations comme par exemple des documents, des fichiers, des vidéos, des photos, etc. Le principal avantage d'un réseau informatique est qu'il permet le partage des informations, mais également l'accès aux informations distantes. Par exemple, une personne assise à un poste de travail sur un réseau peut facilement consulter, copier, mettre à jour, voire supprimer un document, un fichier sur un poste distant, pourvu qu'il soit autorisé à le faire. Un exemple avec le wiki sur la toile du web, qui est un site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de permettre l'écriture et l'illustration collaborative des documents. Le deuxième avantage des réseaux informatiques est le partage des ressources. C'est là aussi un avantage très important, surtout question finance. Exemple, soit une entreprise comprenant 3 collaborateurs et où chacun possède son ordinateur, de manière à les faire travailler ensemble sur ce réseau, eh bien, nous pouvons ajouter pour chacun d'eux un modem, comme ceci, pour cet accès ou cette connexion au réseau, et également 3 imprimantes. Et si le réseau informatique offre une alternative moins coûteuse, et ceci à l'aide de la fourniture de partage de réseau, qui va donc nous permettre de conserver une seule ressource, c'est-à-dire une seule imprimante. Et quant aux communications, disons aux connexions réseau, eh bien, nous allons enlever 2 modems, de façon ici à avoir ce type de schéma beaucoup moins coûteux. Ainsi, les 3 ordinateurs peuvent être reliés entre eux sur le réseau informatique avec un seul modem et une seule ressource d'impression. Le troisième avantage des réseaux informatiques concerne la capacité de stockage. Les réseaux sauvegardent souvent les informations sur un ordinateur central. C'est un ordinateur de type serveur et ici de stockage sur le réseau
il permet d'avoir une capacité de stockage énorme pour votre documentation, vos fichiers, vos photos, vos vidéos, etc. Le quatrième avantage des réseaux informatiques concerne la connexion à distance. Beaucoup de réseaux possèdent des ordinateurs conçus pour permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau depuis leur domicile à l'aide d'un modem et de leur ordinateur personnel, ce qui leur permet de travailler chez eux. Ces connexions à distance permettent de réunir de nombreuses personnes sans qu'ils aient à se déplacer, et ceci en vue de réunions, d'informations, de décisions, d'où une économie de temps et de transport. Le cinquième avantage des réseaux informatiques se situe au niveau des programmes pour tous. Les réseaux simplifient grandement l'installation des programmes dans la mesure où il faut installer qu'un seul exemplaire de chaque programme sur un serveur pour que chaque utilisateur puisse l'utiliser. Nous venons de voir une liste qui n'est pas exhaustive quant aux avantages des réseaux informatiques. Voyons à présent les inconvénients, dont le premier que je voudrais vous présenter est la sécurité. La plupart des réseaux disposent de nombreux programmes de sécurité intégrés. Ils permettent de détecter un grand nombre d'activités anormales sur ce réseau. Et bien sûr, la sécurité permet d'interdire l'accès aux personnes non autorisées. Cependant, un pirate informatique peut obtenir un accès à l'aide d'outils spécifiques pour voler les données et éventuellement les revendre. Un autre inconvénient très important au niveau des réseaux informatiques, c'est la propagation des virus informatiques. Si un ordinateur est affecté par un virus informatique et qu'il est connecté à un réseau, il y a là une grande menace que ce virus se répande dans ce réseau en raison de l'intercommunication des postes de travail. Cette menace peut être très dangereuse. En effet, si le virus atteint le ou les serveurs, comme par exemple un serveur de base de données, il peut corrompre toutes les données. C'est dire l'inconvénient. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série de cours d'initiation au réseau, je voudrais vous présenter aujourd'hui l'installation et la modernisation. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Avant d'installer un nouveau réseau ou encore de moderniser un réseau existant, il est bon de réaliser une étude préliminaire des besoins d'un tel projet afin de le mener à bien. D'une manière générale, un réseau est composé d'ordinateurs ou de postes de travail, de ressources, d'un modem qui va donc permettre les échanges d'informations entre ces postes à l'aide de ce réseau et de partager également les ressources telles qu'une imprimante au niveau
des postes de travail. Comme tout projet, il faut réaliser une planification des différentes tâches dans le temps, et ceci en tenant compte des risques et des mesures correctives acceptables, ainsi que le coût. Vous retrouverez tout ça au travers de mes cours dans la planification, où ici il sera question d'avantages et d'inconvénients vis-à-vis de l'installation ou de la modernisation de votre réseau, du choix que vous allez réaliser, des risques suite à ce choix de dérapage et des mesures correctives qu'il va falloir réfléchir, ainsi que le coût au travers du budget. Voyons dans ce cours d'initiation les grandes lignes des facteurs à prendre en considération. Les différents types de réseaux sont conçus pour répondre à des besoins différents. Je vous renvoie à mes cours sur les types de réseaux. Ici, avant d'installer ou de moderniser un réseau, il faut impérativement identifier les besoins auxquels ce dernier doit répondre. Dès que vous avez défini clairement les besoins de votre projet, je vous propose de vous documenter sur ce sujet afin de réunir une base d'informations d'aide à la décision de votre choix final. Ici, il faudra porter votre attention sur la recherche au niveau des points suivants. Le nombre d'ordinateurs que vous voulez mettre donc en réseau, ainsi que les ressources, les programmes, savoir quelle est l'évolution que vous voulez donner à ce réseau, son installation, à savoir sa durée, et éventuellement la nécessité de techniciens qualifiés, si par exemple c'est un réseau important, son administration, avez-vous besoin d'un administrateur, sa maintenance, ou ici, eh bien, soit vous avez un service spécialisé qui va s'en occuper, ou une société extérieure, la sécurité des informations et bien sûr l'accès aux informations de la part de vos collaborateurs qui sont tout autour de vous. Après cette sécurité, je vous propose également de définir le type de stockage de ces informations et des programmes, ce qui va vous permettre à un moment donné, eh bien, de réaliser votre choix. À ce stade du projet, vous avez choisi le type de réseau adéquat en fonction de vos besoins. Vous pouvez établir les risques de dérapage de votre projet pouvant causer des retards, et ceci dans l'installation ou la modernisation de votre réseau, et d'y trouver les mesures correctives adéquates. À présent, vous avez toutes les informations pour calculer le coût de votre projet au travers le budget, qui est lié au matériel, à savoir les ordinateurs, les ressources, les programmes, mais également au travers des ressources humaines, le besoin de techniciens, d'administrateurs, de services extérieurs, etc., et également des risques. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série d'initiation au réseau, je voudrais vous parler aujourd'hui des structures. Je vous souhaite un excellent cours à tous. La structure d'un réseau est communément appelée la topologie. Cette topologie de réseau
explique la conception du réseau du point de vue organisationnel au niveau physique et logique. Dans la topologie, il existe 4 formes de structures de réseau, à savoir les structures en bus où les ordinateurs sont consécutifs. Puis vous avez la structure en étoile que nous pouvons représenter par ce schéma et la structure en anneau qui correspond à ce schéma. Quant à la structure dite hybride, eh bien, elle est un ensemble de bus et ou étoiles et ou anneaux. Voyons pour commencer la topologie au niveau physique. Le niveau physique est une représentation schématique, comme par exemple les ordinateurs, les câbles, les connecteurs qui constituent le réseau. À ce niveau, il faut déterminer la situation géographique où seront placés les éléments matériels et comment ces éléments du réseau devront être reliés par câble ou par Wi-Fi. En effet, le transfert des informations dépend du support de transmission pour faire circuler les données entre les ordinateurs. Ces échanges d'informations s'effectuent à l'aide de câbles, mais également avec des ondes infrarouges, des ondes radio et également des micro-ondes. Qu'en est-il au niveau de la topologie logique? Le niveau logique détermine comment les informations doivent circuler au sein d'un réseau, et ceci en fonction du volume d'informations à transférer. Ils peuvent emprunter différents itinéraires suivant la façon dont les ordinateurs sont connectés. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série de cours sur les structures de réseau, je voudrais vous parler aujourd'hui de la structure de réseau en bus. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Un réseau en bus est constitué d'éléments matériels réunis par un même câble continu. Parmi ce matériel, nous pouvons trouver les postes de travail ou ordinateurs, les serveurs et bien sûr les imprimantes. Sur un tel réseau en bus, un seul ordinateur peut transférer les informations au même moment. Ces informations parcourent l'ensemble du câble jusqu'à trouver l'élément matériel de destination pour récupérer ces informations. Exemple ici où le poste numéro 3 veut éditer un document. En fait, il ne pourra le faire que lorsque le câble sera libre. En effet, une fois que la demande est réalisée, eh bien, il est le seul à transférer ces informations sur le câble afin d'être édité sur l'élément matériel de destination, ici l'imprimante, pour récupérer son document. Sur ces réseaux en bus, les extrémités du câble sont munies d'un dispositif de bouchon de terminaison
qui permet d'absorber les signaux transmis sur le câble de réseau. Le long du câble, des T permettent de relier ce câble continu aux différents éléments matériels comme un ordinateur, un autre poste de travail, une imprimante, un fax, un serveur, etc. Et il faut savoir que l'installation ici est très facile. C'est une structure de réseau souvent utilisée pour relier différents ordinateurs situés à proximité les uns des autres, comme par exemple au niveau d'un bureau. L'agrandissement d'un réseau en bus nécessite d'interrompre le câble pour connecter un nouvel élément matériel. Durant cette phase, les ordinateurs ne peuvent plus échanger d'informations. Lorsqu'un ordinateur fonctionne mal, c'est l'ensemble du réseau en bus qui en sera affecté. Enfin, quelques mots sur les finances d'un tel réseau en bus. Le coût est relativement faible car le réseau en bus n'utilise généralement qu'un simple câble, des T et des bouchons, et ceci pour relier les différents éléments matériels. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série de cours sur la structure de réseau, je voudrais vous présenter aujourd'hui la structure en étoile. Excellent cours à tous. Le réseau en étoile est sans aucun doute la structure la plus utilisée. Dans un réseau en étoile, les ordinateurs sont disposés en étoile autour d'un point central qu'ils relient, et ceci à l'aide de câbles ou de systèmes Wi-Fi. Le transfert des informations dans un réseau en étoile passe obligatoirement par ce point central qui est un commutateur ou un concentrateur. L'installation d'un réseau en étoile est utilisée pour relier un ordinateur au concentrateur, plus communément appelé un hub. La distance entre l'ordinateur et le concentrateur doit être au plus 100 mètres. Un concentrateur ou hub permet de relier jusqu'à 24 ordinateurs. Dans cet exemple, avec une entreprise avec plusieurs étages, chaque étage peut posséder son propre concentrateur. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, tous les concentrateurs peuvent être reliés pour former ici un grand réseau local. Un réseau en étoile est extensible et ceci sans causer l'arrêt du réseau. Il suffit qu'il reste un port de libre au niveau du concentrateur et de câbler l'ordinateur pour qu'il fasse partie du réseau existant. Ici, vous avez un hub avec déjà ces deux ordinateurs qui sont connectés. Ici, la carte réseau de l'ordinateur que nous voulons connecter. Eh bien, c'est facile. Il suffit de connecter votre ordinateur à rajouter au niveau du réseau, câbler entre la carte réseau et votre concentrateur. Et voilà,
Le tour est joué. Extensibilité facile. Lorsque survient un problème sur un ordinateur ou un câble au niveau d'un réseau en étoile, eh bien, il faut savoir que le reste du réseau n'en est pas affecté. Quant au coût d'un réseau en étoile, il est plus cher que les autres types de réseaux, comme le bus ou l'anneau ou l'hybride. En effet, il faut ici plus de câbles et de connecteurs. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série sur les structures de réseau, je voudrais vous parler aujourd'hui de la structure en anneau. Ici. Dans une structure de réseau en anneau, tous les ordinateurs sont disposés en anneau et reliés par un même câble circulaire et ininterrompu. Sur un tel réseau, les informations ne circulent que dans un sens, un ordinateur après l'autre jusqu'à destination. Exemple, si ce poste veut éditer un document sur une imprimante qui se situe sur un autre poste, eh bien ce document va transiter par le câble jusqu'au prochain poste, qui n'est pas sa destination, donc il va suivre le prochain et va être édité ici. Les ordinateurs d'un réseau en anneau sont souvent situés à proximité les uns des autres. Quant à l'extensibilité d'un réseau en anneau, elle est plus difficile que les autres types de réseaux. En effet, ici, il faut interrompre le câble pour intercaler un nouvel ordinateur. Le réseau n'est plus opérationnel pendant cette opération. Lorsqu'un réseau en anneau est interrompu, tous les ordinateurs situés avant l'interruption peuvent continuer à partager des informations, bien sûr, dans un seul sens. Alors que les ordinateurs situés après l'interruption ne peuvent plus communiquer. Si le poste 1 veut envoyer un document à l'imprimante du poste 3, ce document va donc bien transiter jusqu'au poste 2, puis sera arrêté ici suite à cet incident et n'arrivera jamais au poste 3 et ne sera bien sûr jamais édité. Question finance, les réseaux en anneau coûtent un peu plus cher que les réseaux en bus, et ceci en fonction de la distance des câbles entre les ordinateurs qui peuvent être plus éloignés. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans cette série sur la structure de réseau, je voudrais vous parler aujourd'hui de la structure de réseau hybride. Excellent cours à tous. Une structure de réseau hybride est un réseau composé de différentes structures de réseau. Il peut reposer à la fois sur des structures
en anneau, en bus, en étoile. Un exemple le plus répandu dans le monde, c'est bien sûr le réseau WAN, W-A-N, Wide Area Network. Dans un tel réseau hybride, il faut connecter les différentes structures de réseau à l'aide d'un modem et d'une ligne téléphonique. C'est l'exemple où vous voulez vous connecter sur un réseau, ou par exemple vous êtes ici, vous avez donc chez vous un réseau en bus, votre société un réseau en étoile, eh bien vous pouvez connecter votre ordinateur à votre entreprise à l'aide d'un modem. L'installation d'un réseau hybride peut être très difficile à réaliser, dans la mesure où tous les périphériques doivent être configurés individuellement pour faire fonctionner toutes ces structures. Si l'installation est difficile, il n'en est pas moins en ce qui concerne la maintenance et l'administration de vrais casse-têtes au niveau d'un réseau hybride qui utilise différentes technologies. Quant au coût de ces grands réseaux très complexes, eh bien, ils sont relativement chers. Ce cours touche déjà à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter l'organisation des réseaux. Je vous souhaite un excellent cours à tous. L'organisation d'un réseau peut être réalisée selon deux types d'organisation. Vous avez d'une part l'organisation centralisée et d'autre part l'organisation distribuée. Quelle que soit l'organisation que vous allez choisir, elle s'adapte parfaitement aux structures de réseau, qu'elles soient en bus, en anneau ou en étoile ou hybride. Voyons ceci au travers de schémas. Sur un réseau centralisé comme celui-ci, les ressources principales, comme par exemple les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression, sont rassemblées en un même endroit ou un même local. Alors que dans un réseau distribué comme ici, les ressources importantes sont dispersées au sein du réseau. Dans ce cas, par exemple, eh bien, chaque serveur d'impression sera donc lié à un étage ou un service. Les réseaux centralisés sont plus faciles à administrer qu'un réseau distribué qui est parfois extrêmement complexe. Quant au coût, eh bien, dans un réseau centralisé comme celui-ci, il met de nombreux services à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs pour un coût total, disons, relativement faible. Alors que dans un réseau distribué, le coût est souvent moins cher, car il ne nécessite pas de serveurs très sophistiqués. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette série d'initiations au réseau informatique. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Je vous propose de me retrouver dans mes playlists pour de plus amples cours d'informatique. Au revoir et à très bientôt.